Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire « Comment investir en bourse ?» Je suis là avec Cindy David, responsable des projets actionnariat individuels à l'AMF. Bonjour. Bonjour Tini. Claire Castanet a expliqué dans le précédent webinaire de l'AMF pourquoi investir en bourse. Auriez-vous de votre côté quelques conseils pour bien investir en bourse? Effectivement, j'ai essayé de vous en donner quelques-uns et le premier sera d'éviter la précipitation. Investir en bourse, investir en actions plus particulièrement, donc là on va être sur de l'investissement en actions en direct, ça nécessite du temps, ça nécessite de la réflexion. Tout d'abord, on peut dire qu'il y a quelques idées clés à avoir en tête. L'information, ça va être le premier conseil. La sélection, bien sélectionner ses valeurs, et ensuite avoir une stratégie pour réduire le risque. Pour réduire le risque, il va falloir diversifier et également investir régulièrement. Reprenons vos conseils un par un. Comment bien s'informer? Aujourd'hui, on sait que les investisseurs individuels, les actionnaires individuels s'informent essentiellement en consultant la presse, en consultant les sites web spécialisés. À peu près la moitié consulte les sites web spécialisés, un tiers lisent la presse magazine. Finalement, 2 actionnaires individuels sur 10 seulement lisent le site internet des sociétés cotées, 2 sur 10 uniquement ouvrent le rapport annuel des sociétés cotées. Or, c'est cette information-là dont la société est particulièrement responsable, c'est cette information sur laquelle l'AMF pose une vraie vigilance et surveille en fait cette information-là en particulier. Donc il est important que les actionnaires inversent finalement leurs habitudes et commencent par considérer l'information de première main au lieu de considérer tout d'abord l'information de seconde main. L'information de première main, c'est quoi? C'est tout ce qui est l'information réglementée, c'est-à-dire tout ce que l'information que l'AMF va regarder et va surveiller. C'est de l'information qu'on dit périodique parce qu'elle arrive à des périodes habituelles, les résultats annuels, les résultats semestriels, et puis toute l'information permanente qui arrive au flux finalement de la vie de la société, toutes ces informations qui peuvent faire varier le cours de hausse à la hausse, le cours de bourse à la hausse ou à la baisse, ça les sociétés doivent communiquer auprès de leurs actionnaires, notamment sous forme de communiqué de presse. Donc un de mes autres conseils en matière d'information va être de recommander en fait au public, aux actionnaires individuels de s'abonner au flux d'actualité des sociétés cotées, que ce soit au flux d'abonnement mail ou au flux RSS. Aujourd'hui, 98% des sociétés du CAC 40 le proposent et 70% des sociétés du CAC PME. Donc c'est pratique, c'est disponible, donc ça permet finalement à l'actionnaire individuel d'avoir sur sa boîte mail accès à ces informations de première main que nous recommandons, dont nous recommandons la lecture. Mais n'est-ce pas un petit peu fastidieux et chronophage pour un particulier? Alors, effectivement, c'est chronophage, effectivement, ça peut être fastidieux. Il faut pas nier qu'il existe une courbe d'apprentissage. Une fois que cette courbe d'apprentissage, une fois que cet apprentissage a été réalisé, bien sûr, comme toute chose dans la vie, une fois qu'on sait le faire, les choses se font beaucoup plus aisément, beaucoup plus rapidement. Prenons l'exemple du document de référence. On sait que le document de référence, c'est le rapport annuel, pour synthétiser. 2 actionnaires sur 10 le lisent. Il faut dire que c'est vrai qu'on peut être buté par les 300, 400 pages d'informations. On peut tout à fait le comprendre. Nous, ce qu'on fait, c'est d'aider les particuliers à prendre en main cette information qui est volumineuse, de façon à ce qu'ils puissent en extraire les informations qui, pour eux, sont cruciales. C'est un document d'information qui est vraiment clé, qui est insuffisamment connu. À la fin de tous les documents de référence, pour vous donner une illustration, il existe ce qu'on appelle une table de concordance. Cette table de concordance, c'est finalement un sommaire qui est un sommaire standardisé pour toutes les sociétés. Donc quand vous voulez vous renseigner sur une société ou quand vous voulez vous renseigner sur plusieurs sociétés pour faire votre choix avant d'investir, si vous utilisez le document de référence par cette table de concordance, vous pourrez comparer les informations. Prenons l'exemple par exemple des frais de recherche et développement. C'est des informations qui sont clés pour comprendre vers où va la société, quelle est sa stratégie, vers quoi elle se développe, mais où trouver l'information. Dans le chapitre 11 du document de référence, qu'on cherche dans la table de concordance, on retrouve toutes les informations stratégiques de l'entreprise sur ses frais de recherche et développement et sur sa stratégie de recherche et développement. Et grâce à cette grille de lecture qu'on retrouve identiquement pour toutes les sociétés, on peut comparer finalement sur ce thème-là et sur beaucoup d'autres, comment les sociétés envisagent leur avenir et comment elles se placent par rapport à leurs pairs et aux autres sociétés.
Nous, vraiment, on est tout à fait conscient que pour l'actionnaire individuel, investir en direct en action, c'est compliqué et il y a, comme je disais, cette courbe d'apprentissage. C'est pour ça que nous avons beaucoup d'actions de pédagogie à destination du grand public, notamment sur notre site internet. Nous avons ouvert très dernièrement une page Facebook. Nous faisons également, et notamment avec la F2IC, des réunions d'actionnaires à Paris, en province, pour former finalement ces particuliers qui font le choix d'investir en direct. Mais donc, selon vous, il faut surtout lire les documents, les rapports annuels, mais il faut ni lire la presse ni les forums? Non, j'irai pas. Non, faut pas aller jusque là. On va vraiment distinguer déjà d'une part les forums et d'autre part la presse. Sur le forum, le pire côtoie le mauvais. On va dire que ce qui est difficile, c'est qu'on ne sait pas nécessairement qui est derrière l'internaute qui va mettre des commentaires sur telle ou telle société. C'est donc très difficile pour un actionnaire individuel, mais on va dire même pour tout le monde, pour n'importe quel investisseur, de se positionner sur cette information qui est diffusée. Nous, AMF, on ne peut pas être derrière chaque internaute, derrière chaque ordinateur en train de vérifier ce qui est marqué, ce que chaque internaute note. Donc, la diffusion de fausses informations, notamment sur les forums, mais de façon générale, est interdite. Elle peut être sanctionnée par la commission des sanctions de l'AMF, mais uniquement a posteriori, une fois quelque part que le mal a été fait, parce que justement, comme je le disais, on ne peut pas être derrière chaque internaute. C'est pour ça qu'il faut vraiment être extrêmement vigilant. Si un jour, vous voyez une information qui vous paraît vraiment une pépite, il faut croiser cette source, vérifier si elle est disponible ailleurs. Une information qu'on ne trouve qu'à un endroit, on peut vraiment très fortement douter de sa fiabilité. À la différence de la presse, en fait, puisqu'on dans la question, il y avait à la fois les forums d'un côté et la presse de l'autre, la presse, c'est une information de seconde main que les actionnaires individuels aujourd'hui privilégient et qu'il n'est pas question de s'en détourner. En revanche, il faut d'abord que les actionnaires individuels lisent l'information de première main, c'est les communiqués de presse, le rapport annuel pour les parties qui les intéressent. Il ne s'agit pas de lire les 300-400 pages, mais d'abord d'analyser par eux-mêmes, de se faire son propre avis, et puis ensuite de confronter son avis, de confronter sa compréhension avec ce qui est dit dans la presse, dans des notes d'analyse ou dans d'autres discussions au sein de réunions d'actionnaires par exemple. Mais vraiment la première idée c'est je prends connaissance de ce que dit la société parce qu'elle est responsable de ce qu'elle dit et ensuite dans un second temps je vais aller voir un autre support de communication pour pour prendre du recul, avoir un autre angle d'analyse. Cette collecte, cette analyse d'informations sert, j'imagine, à sélectionner les entreprises dans lesquelles investir. Exactement. Tout l'intérêt finalement de cette collecte d'informations, de cette première phase d'information, va être de faciliter la sélection. Concrètement, un actionnaire individuel, pourquoi il choisit tel ou tel titre? Il choisit tel ou tel titre parce qu'il a une espérance de rendement, il a une espérance de création de valeur. Ce que vous allez chercher quand vous allez vous informer, c'est d'essayer d'analyser le potentiel de l'entreprise, d'essayer de voir non pas le passé ne se reproduira pas, mais dans quelle dynamique l'entreprise se met pour le futur. Je parlais de politique de recherche et développement, on regarde l'activité, on regarde les marchés, l'évolution des marchés, on regarde les tendances, la stratégie, comment évoluent les pairs, les concurrents. Tout ça va permettre vraiment que vous, en tant qu'actionnaire, vous vous positionnez sur l'entreprise et que vous évaluez son potentiel. Et le potentiel, il ne faut pas oublier quand on parle de création de valeur pour les actionnaires que le rendement d'une action se mesure avec deux composantes. La première composante, c'est la plus ou moins-value et la seconde composante, ce sont les dividendes. La plus ou moins-value d'une action, qu'est-ce que c'est? C'est j'achète une action 100, je la revends 120, j'ai une plus-value de 20. A contrario, je l'achète 100, je la vends 90, j'ai une moins-value de 10. Mais il ne faut pas rester focalisé sur le cours de bourse. Le rendement d'une action a aussi la composante dividende. Les dividendes, ce sont les parties des résultats que les entreprises vont verser à leurs actionnaires au titre en fait de leur qualité d'actionnaire. Et ces sommes de dividendes qui vont être amassées, versées pendant la durée de l'investissement sont également à prendre en compte dans l'évaluation du rendement potentiel de l'action.
Donc revenons à notre notion de sélection. Au moment où vous avez fait votre information, vous essayez d'évaluer le potentiel de la société. Vous allez essayer d'évaluer quel va être le rendement. Qu'est-ce que vous voulez avoir, qu'est-ce que vous envisagez comme rendement avec cette valeur. Le dividende, on va dire que c'est relativement facile de l'évaluer, même si ce n'est pas sûr à 100%. Dans le document de référence, dans la table de concordance, à la rubrique 20.7, les sociétés expliquent leur politique de distribution de dividendes, c'est-à-dire ce qu'elles entendent faire, ce qu'elles entendent verser régulièrement à leurs actionnaires. Et elles indiquent également les dividendes versés sur les 3 dernières années. Donc cette information-là est importante pour l'actionnaire parce qu'elle permet de savoir si l'entreprise s'engage à verser des dividendes de façon régulière aux actionnaires et si oui, à quelle hauteur. Alors bien sûr, ce n'est pas une garantie. Si une entreprise a un coup dur, une perte importante, de forte dépréciation, un marché qui se retourne, elle n'est pas tenue par sa politique de distribution. Mais néanmoins, c'est quand même une tendance importante dans laquelle l'entreprise en fait, se place. Il est plus compliqué d'évaluer le potentiel de rendement de l'action par rapport à sa plus ou moins value. En effet, pour se projeter sur une plus ou moins value et le déterminer en avance, il faut savoir évaluer le prix d'achat. Est-ce que j'achète déjà au bon prix? Et ensuite, il faut savoir quelle va être la tendance au moment où je céderai. Est-ce que le cours de l'action va augmenter ou baisser? Pour savoir comment va évoluer le prix futur, nul n'est devin. Donc ça, vous vous reposez vraiment sur l'analyse de l'activité, des perspectives qui a été fait dans la première phase d'information. Et après, vous vous en mettez à votre jugement. Votre jugement, il n'est pas sûr à 100%. Il y a un risque, il y a une incertitude. C'est de ce risque et de cette incertitude que pourra naître une performance. La performance, elle rémunère le risque, elle rémunère l'incertitude. Mais n'oublions pas également, au moment où on fait la sélection, de se poser la question du prix d'achat. Est-ce qu'on achète au bon prix? C'est une information qui est difficile à évaluer pour les particuliers. Souvent, les particuliers investissent quand les actions montent, ils investissent quand l'action est déjà très haut, et au contraire, ils vendent quand l'action a déjà beaucoup baissé. Il faut éviter d'avoir ces comportements qu'on appelle dans notre jargon contracycliques, parce que ça génère souvent des pertes. Il faut donc se poser vraiment la question. Le titre a beaucoup monté, mais est-ce qu'il n'a pas trop monté au moment où je l'achète, et est-ce que du coup je ne vais pas l'acheter trop cher? A contrario, l'action a baissé, a fortement baissé. Ça peut être une occasion d'acheter une action moins chère, mais ça peut être aussi, en fonction des perspectives de l'entreprise, cette baisse de l'action, un signe que l'entreprise va mal et que ce n'est pas le moment de se positionner. Donc il faut vraiment regarder l'ensemble de ces composantes, à la fois les dividendes, mais également la plus ou moins-value potentielle, où là-dessus, vous êtes vraiment sur une estimation personnelle, un jugement personnel, où à la fois l'information de première main de la société et l'information de seconde main via la presse, les notes d'analystes, vont vous permettre de prendre de recul et de juger et de vous positionner. Cela semble tout de même assez risqué, si je peux me permettre. Je sais que vous en avez parlé du risque, mais là, il me semble qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Effectivement. Investir en action, c'est risqué. D'ailleurs, quand on interroge les Français, ils placent souvent l'action comme étant le produit le plus risqué. On va dire que si, pour faire un exemple, vous investissez dans une entreprise et que cette entreprise fait faillite, vous pouvez perdre la totalité de votre investissement, la totalité de ce que vous avez investi en actions. C'est pour ça que la première règle, quand on investit en actions, c'est de diversifier son investissement. Diversifier son investissement et également, et je vais revenir dessus, investir régulièrement. Arrêtons-nous quelques instants sur la diversification. C'est quoi? Donc déjà, il y a une diversification au niveau du patrimoine, c'est-à-dire qu'on ne met pas tout son patrimoine en action. On a, comme Claire l'a rappelé dans le précédent webinaire de l'AMF, dans le cadre d'Objectif Bourse, une épargne de précaution, une épargne de moyen terme et une épargne de long terme. Donc on ne met certainement pas tout en action. Et pour la part qu'on investit en action, on respecte le bon vieux proverbe « on ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier ». Alors, comment diversifier? Diversifier, c'est également se poser les bonnes questions et revenir à la première phase d'information, à la phase où on a vraiment appris à connaître l'entreprise qui nous intéresse. Diversifier, c'est se demander, c'est investir dans des entreprises qui ne vont pas réaliser leur chiffre d'affaires au même endroit.
qui ne vont pas avoir leurs fournisseurs localisés au même endroit, qui vont, par exemple, l'une peut être saisonnière parce qu'elle fait le maximum de son chiffre d'affaires aux fêtes de fin d'année, si on pense à des entreprises de jouets, et au contraire, d'autres entreprises qui vont faire leur maximum de leur chiffre d'affaires au moment de l'été, au moment des vacances scolaires, par exemple, si on est sur des activités touristiques. Donc vraiment, la diversification, ce n'est pas seulement une diversification sectorielle, c'est également une diversification beaucoup plus fine que l'on peut bâtir parce que justement cette première phase d'analyse de l'activité a pu être faite. Le second conseil, c'est d'investir également régulièrement. On va dire que quand on investit régulièrement, on atténue également le risque. Pourquoi? Parce que si vous investissez une grosse somme d'argent, un héritage ou une somme d'argent importante que vous avez, vous investissez tout en une seule fois, vous ne savez pas si vous investissez en hausse au moment d'un creux ou d'un haut de marché. Le fait de lisser en fait votre investissement sur la longue période va permettre par moment d'investir en bas de marché, par moment en haut de marché. Vous voyez bien qu'avec cette logique, un investissement régulier permet de lisser en fait l'investissement par rapport à toutes ces variations du marché. Donc c'est deux conseils importants de diversification et d'investissement régulier. Cindy, vous avez insisté sur la nécessité de s'informer, de bien sélectionner, de diversifier et d'investir de façon régulière. Mais concrètement, comment investir en action? Quelles sont les démarches à prendre? Alors effectivement, j'ai vraiment insisté sur tout ce travail qui prend du temps, toute cette démarche rigoureuse, on va dire, pour laquelle il y a cette phase d'apprentissage dont je parlais. Ça permet de bâtir une stratégie d'épargne, ça permet de savoir où vous voulez investir. Et c'est que ensuite qu'on pense aux enveloppes, dans quelle enveloppe on va finalement dérouler cette feuille de route, cette stratégie. On va dire que c'est vraiment une seconde phase, tout comme on ferme une enveloppe qu'après on met le timbre qu'une fois qu'on a rédigé son courrier. De la même façon, vous ne penserez à savoir dans quelle enveloppe vous mettez vos actions qu'une fois que vous aurez défini quelle est votre stratégie, où vous allez investir et pourquoi. Et donc sur ces sujets-là, je vais juste revenir sur deux points. On a des enveloppes en France pour mettre les actions en direct, le compte titre, le PEA. Il existe différents modes de détention des actions, les titres de la détention au porteur, au nominatif pur, au nominatif administré. Finalement, ce ne sont que de la mécanique après que la stratégie, la logique même de votre investissement a été définie. Et sur ces sujets plus précisément, Gérard Rampeau et Aldo Sicurani font un webinaire justement dans le cadre d'Objectif Bourse sur le mode d'investissement. Ils reviendront tout en détail sur l'ensemble de cette mécanique sur ces produits. Cindy, merci beaucoup. Merci de votre intervention. Je rappelle que ce webinaire fait partie du programme Objectif Bourse de BNP Paribas. 2 semaines, 12 webinaires pédagogiques préparés avec Bourse Direct, avec Euronext, BFM Business, l'École de la Bourse, F2IC et avec le soutien de l'Autorité des marchés financiers. Retrouvez tous les webinaires sur le site web www.objectifbourse.fr.